Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agira du Chromaphone 2 qui est un synthétiseur dédié à la création d'instruments acoustiques virtuels qui est développé par AAS, Applied Acoustics Systems. C'est un plugin qui fonctionne pour Windows et Mac en 64 bits au format VST, Audio Unit, AAX, NKS, qui est le format natif des Native Instruments, et également en standalone, c'est-à-dire qu'il fonctionne directement sur votre ordinateur sans avoir besoin d'un séquenceur autre. Il est vendu au prix de 199 $ sur le site officiel, il est un peu moins cher sur le site de Plugin Boutique à 185 $, soit environ 168 €. Je vous mettrai le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Il y a plus de 600 presets qui sont livrés et la version 2 accepte également les presets de la version 1 si vous avez déjà la licence pour le 1. Alors j'ai eu l'occasion de faire 3 tutos sur 3 plugins de chez AAS, à savoir l'excellent Ultra Analog qui sort des sons analogiques ultra puissants, le sublime Lounge Lizard qui à mes yeux est la meilleure émulation de piano électrique que j'ai pu entendre, le String Studio avec ses sons d'instruments à cordes exceptionnels, et là on a le Chromaphone, donc encore une fois on est dans la qualité sonore irréprochable. Et pourquoi? Toujours pour les mêmes raisons, car c'est que AAS domine vraiment la modélisation physique pour produire le son. En résumé, chaque composant de ces instruments ont été modélisés, ce qu'on appelle la modélisation physique, pour fournir en fait des sons réalistes. La modélisation physique utilise les lois de la physique pour reproduire en fait le comportement d'un objet. Dès qu'on touche un paramètre, on déclenche une équation mathématique qui décrit comment fonctionne le composant ou l'objet. Donc ici, on n'a pas recours au sampling ni à la table d'onde. D'ailleurs, le poids du plugin est de 66 mégas, donc c'est vraiment rien. Et le son est calculé en temps réel, ce qui fait qu'on a des sons purs, réalistes, expressifs et surtout qui se chargent très rapidement. Donc on aura donc des sons qui sonnent comme de vrais instruments, mais encore une fois, c'est pas ce que je retiendrai de ce synthé virtuel. Car comme vous le savez, la modélisation physique permet d'assembler tous les objets des propriétés d'un instrument, qui vont interréagir et fournir une parfaite restitution sonore de l'instrument réel, sauf qu'avec la modélisation physique, on peut aller au-delà. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut assembler des objets qui ne sont pas obligatoirement liés et qui permettent en fait de générer des sons très curieux, mais toujours harmonieux. Et c'est en ce sens que je trouve que cet instrument est intéressant, comme d'ailleurs tous les autres qui sont créés par AAS. La banque de sons d'usine propose une grande variété de sons, du maillet pour les marimbas, des percussions arabes, africaines, des bongos, des éléments percussifs de batterie, pour faire des kicks, des caisses claires, les snares, les hi-hats, les cymbales, les toms, les chimes, ce qu'on appelle les carillons, les bells, les cloches, des instruments à cordes, des leads, des synthés, des orgues, des effets, des pads, des percussions arpégées. Donc on peut également aussi, si vous le souhaitez, acheter, il y a 14 banques qui sont à dispo, pour totaliser je crois un peu plus de 1600 presets, donc il y a de quoi faire. Alors on peut le charger en standalone, et si vous le chargez en standalone, vous aurez accès ici au setup qui vous permettra de régler donc les pilotes audio et configurer vos contrôleurs MIDI. Mais pour notre exemple, on ira plutôt sur Ableton Live, ce qui nous permettra de consulter, notamment de gérer les synchronisations en MIDI par rapport à notre séquenceur hôte. Alors, voici comment se présente la bête. Donc la première chose qu'on peut voir, c'est qu'on peut la redimensionner comme on le souhaite. Alors moi je vais le mettre à peu près comme ceci, à 189%. Alors c'est très bien, l'ajustement est très clair, sauf que effectivement on trouve au niveau graphique, quand on agrandit un peu trop, c'est vrai que ça fait un peu... on a une pixelisation sur la partie graphique, mais sur tout ce qui est écriture, c'est bien net. Alors au niveau de l'interface, on a ici le navigateur de presets avec des classes, les maillettes, les percussions, les kicks,
Voilà, on a toute une collection en fait d'instruments. En dessous, ici, après les basiques, ici, c'est toutes les... Donc moi j'ai pris en fait toutes les banques de sons, parce qu'elles sont vraiment super bien faites, elles sont excellentes. Donc là j'ai la totale, donc il y a de quoi faire. Donc on a les banques avec, quand on choisit une banque, tous les presets qui sont contenus dans une banque, et on peut aller ici dans Manage pour aller avoir une vue globale avec notamment le nom du programme, le sound designer, etc., etc. On a la possibilité ici de copier ou de déplacer, de supprimer des presets ou tous les sélectionner. On peut ajouter ici des banques, les renommer et afficher le dossier de là où sont stockés sur votre disque dur les banques. Donc ensuite, on a également la possibilité de revenir faire un undo et redo avec l'historique. Ici par exemple, je change. Voilà, donc je peux revenir à mes réglages d'avant ou aux réglages d'après, et ce indéfiniment, avec, vous voyez que quand je bouge quelque chose, un paramètre, j'ai la possibilité de comparer entre ce qui était avant et ce que je viens de faire. C'est pratique en un seul clic de pouvoir comparer en fait deux réglages différents. Ensuite, on a ici un témoin d'activité MIDI avec un LED rouge qui s'allume, et quand on clique sur MIDI, on a accès à plusieurs choses, notamment ici régler en demi-ton le pitch jusqu'à une octave. Le pitch bend, c'est la molette ici qu'on trouve ici, à côté de la molette, là c'est la molette de modulation et ça c'est la molette de pitch. Donc quand on sélectionne un, avec un demi-ton. Et ici, on peut aller jusqu'à l'octave. OK. Donc je remets par défaut sur 1. Ici, on a la possibilité d'activer au niveau du MIDI les changements de programme par le MIDI et les changements de banque également. Et ici, c'est très pratique aussi, si vous faites, on peut charger, sauvegarder ou initialiser le mappage MIDI. Imaginons, vous décidez, vous assignez en fait tous ces potards ici à votre contrôleur MIDI. Vous pouvez sauvegarder la configuration, ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez la charger, vous ne serez pas obligé de réassigner tous vos contrôleurs MIDI au bouton. Ça se fera automatiquement et c'est une fonctionnalité qui est bien pratique. Ensuite, on peut régler la tonalité générale globale du master. Ici, on a accès aux voix de 4 à 32. Les voix, c'est pour déterminer le nombre de voix de polyphonie, chaque fois que vous appuyez sur une note. Et ici, on a le réglage global du volume avec le vumètre. On a trois onglets Play, Edit et Effect. Alors l'onglet Play va vous permettre d'afficher, en fait il sera consacré aux performances, un résumé de tout ce qui est accessible au niveau des performances, avec les effets, gestion ici des effets, de l'arpégiateur, du vibrato, enfin plein de choses. On a ici le mode Edit qui lui va être le cœur du synthé, et la section d'effets que vous commencez probablement à connaître puisque c'est le même fonctionnement que ce que j'ai pu présenter sur les autres tutos, mais on y reviendra en fin de tuto. Donc je vais revenir sur le Edit par défaut puisque c'est ça qui est le plus intéressant, c'est le cœur du système. Alors, comment ça fonctionne? Dans le principe, on a deux excitateurs, le maillet et le noise, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont exciter quoi? Ils vont exciter les résonateurs, le A et le B. On a deux résonateurs acoustiques contenant diverses surfaces. Les surfaces sont accessibles ici. Vous avez donc le string, voilà, qui est en forme de harpe. Vous avez le beam, qui est un faisceau rectangulaire. On a le marimba, qui est un xylophone africain, on va dire. Le drumhead, qui lui est une peau de tambour en fait circulaire. Vous avez une membrane qui est rectangulaire. On a une plate, donc une plaque rectangulaire. On a deux tubes fermés et ouverts, closed and open. Et on a le fameux manual qui nous propose en fait 4 partiels. C'est pour personnaliser, c'est un mode personnalisé, mais on y reviendra.
et donc on a la même chose 2 fois. Donc les résonateurs sont excités par le maillet et la source de bruit. On a le module mixeur qui lui sera utilisé pour ajuster l'amplitude des 2 excitateurs, c'est-à-dire l'amplitude de l'impact de la force du maillet et l'amplitude de la source du bruit. On a ici une enveloppe qui va nous servir qui sera utilisée pour moduler l'amplitude de la source de bruit, avec 2 types d'enveloppes, ADSR classique et AHD, on aura l'occasion d'y revenir. Et on a le module LFO, qu'on peut activer comme ça. Les modules sont activés avec le LED vert. Dès qu'il est allumé, c'est qu'il est accessible. Donc le module LFO, le Low Frequency Oscillator, c'est un oscillateur basse fréquence qu'on n'entend pas et qui sert à moduler des paramètres, est également utilisé comme source de modulation pour le bruit. Donc voilà, on a couvert en fait l'ensemble des fonctionnalités du module. Maintenant, on va voir ça un peu plus en détail. Mais avant, je vais quand même vous expliquer quelques notions d'acoustique pour mieux comprendre ce qu'on fait. Donc quand on frappe avec un maillet, une peau de tambour par exemple, on va créer un mouvement vibratoire qui est assez complexe. La vibration de l'objet va créer en fait ce qu'on appelle des ondes de pression dans l'air jusqu'à arriver à nos oreilles. Mathématiquement, on a toujours tendance à simplifier les choses, donc on va décomposer un mouvement qui est complexe en un schéma de mouvement élémentaire qu'on appelle des modes normaux de l'objet. Donc dans un mode normal, toutes les parties de la structure se déplacent en phase et à une même fréquence dans un mouvement sinusoïdal. Au final, tous ces objets oscillent à plusieurs fréquences différentes en même temps, et à chaque fréquence est lié un mode normal de vibration. Ces fréquences sont appelées des partiels. La plus faible est appelée la fondamentale, vous avez certainement déjà entendu ça dans le sound design ou dans le mixage, et les autres sont appelées les harmoniques, qui sont des multiples de la fondamentale. Donc dans le plugin, on pourra choisir 2 surfaces parmi une sélection disponible dans un menu déroulant, comme on vient de le voir, qui auront chacun leur propre signal en sortie et dont on pourra gérer l'intensité par rapport à l'autre, avec notamment le slider, le petit curseur de balance. Mais ce qui fait la particularité du chromaphone, c'est de pouvoir coupler, c'est-à-dire avec l'option coupled, on va pouvoir coupler les objets, c'est-à-dire de les faire interréagir, comme si on crée un nouvel objet qui transfère les énergies dans les 2 sens, ce qu'on appelle en bidirectionnel. Et au final, la sélection du matériau et de sa forme, c'est-à-dire de sa géométrie, et l'activation du couplage, permettra de créer en fait des surfaces imaginaires interactives, mais réelles, donc en même temps, grâce à cette modélisation physique qui n'a pas de limite. Bon, je vais arrêter dans le principe, sinon je vais vous perdre. Alors, comment ça se passe au niveau du flux du signal? Donc en mode parallèle, les 2 résonateurs sont excités par les sources, ici le maillet et le bruit, en un mélange simple, qui sera dosé par la balance. Donc on a les 2 excitateurs, les résonateurs, et après ils partent séparément dans la section d'effets. En mode couplé, on aura 2 flux d'énergie dans les 2 sens, donc dosés également par la balance. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver tous les modules, et on va partir d'un module initialisé, puisque on n'en a pas de disponible. Donc je vais activer le maillet, l'excitateur avec le résonateur, et on va tester un peu toutes les surfaces. Alors là, le string, le bim, marimba, et ici les partiels. Ok. Alors si on clique dessus, on fait aller aussi l'un après les autres. On va faire pareil, mais avec uniquement le noise.
Et avec les deux, vous voyez, les sons sont quand même assez purs, hein. Il n'y a pas de bavouzou, il n'y a pas de souffle inutile, sauf ceux qu'on demande. Et vous verrez qu'en dessous, en fait, de chaque surface, on a 4 points de position qui correspondent à, ici, 4, 16, 30 et 70 modes, comme j'ai pu vous l'expliquer avant, qui permettent en fait de rendre le son plus complexe et donc plus riche. Alors quand on est ici en mode closed, tube fermé et ouvert, on n'a pas ces petits points, tout simplement c'est que ce contrôle est désactivé, car en fait tous les modes sont pris en compte. Et par contre quand on est en mode manuel, on a 4 partiels qui correspondent ici à ces partiels là, si j'active celui-ci. Je peux activer le deuxième. Là j'ai 2, 3. Ah, alors ça, c'est vrai que c'est chiant quand on clique à côté, mais quand on revient, il garde les valeurs qui ont été renseignées. Vous voyez, donc là c'est le mode manuel. Là. Ok, donc là on a le pitch. Alors le pitch, il va ajuster la hauteur de référence du résonateur en demi-ton et en centième de demi-ton. Alors on double-clique pour revenir à 0. C'est vrai que je ne vous ai pas parlé ici. On peut faire un clic pour faire des assignations MIDI directement sur votre contrôleur. Par exemple, si je veux contrôler ici, je fais Learn MIDI, je vais bouger quelque chose et hop, ça y est, l'assignation est faite. Donc je peux supprimer l'assignation, forget, on peut délimiter une fois qu'on a assigné une valeur minimum et une valeur maximum ou entrer directement une valeur à rentrer manuellement. Donc ça c'est pratique. Ici quand on veut bouger, on peut utiliser divers incréments comme la touche Shift ou majuscule, la touche Option un peu plus rapide et la touche Commande qui est vraiment très très fine, commande ou contrôle sur PC. Ok. Et sinon comme ceci. Et on double-clique pour revenir à la position par défaut. Donc là, le pitch, on vient de le voir. Le key, alors le key, lui, va permettre de faire varier la hauteur en fonction des notes jouées. Si il est à 0, quand vous appuyez, vous voyez la valeur, hop, à 0, eh bien, toutes les notes ont la même hauteur, quelles que soient les notes jouées. Quand on double-clique, à défaut 1, on a les hauteurs normales, et à jusqu'à 2, on peut aller jusqu'à l'octave supérieure. Après, on a le LFO, donc la hauteur peut être modulée par le LFO. Bien évidemment, il faut qu'il soit activé. En fonction de la vitesse. Ok. On double-clique pour revenir à la valeur par défaut. Après, on a l'enveloppe de pitch. Alors là, on va pouvoir déterminer le temps que mettra la note à atteindre la hauteur qui est fixée par le pitch. Ça donne un effet de désaccordage avec le amount. Alors, ici à -1. On va ajouter de la vitesse.
de bas vers l'aigu, et là, l'inverse. Ok, vous aurez compris le principe. Et là, on peut gérer également avec la vélocité. Après, on a le paramètre ici de decay qui va déterminer le temps de disparition des partiels, qui peut être dosé également par le key, par rapport à la position des notes. Alors, si on est sur des valeurs... Si on est ici sur des valeurs négatives, hein, là je passe la souris, vous voyez qu'on a de l'amplitude qui gère, donc là on est à plus 2 et là à moins 2. Donc sur les valeurs négatives, on aura une disparition plus longue en fait sur les notes graves et plus rapide sur les aigus et inversement. Et là, inversement. Ok. Donc on double-clique pour supprimer les affectations. Le release, ben ici c'est le relâchement en fait qui simule comme un effet de damper pour étouffer le son. Après, on a matériel. Alors, il va de 1 à -3. Alors, matériel, ça permet de fixer en fait le temps de décroissance des partiels en fonction de la fréquence fondamentale. C'est ce qui caractérise en fait la matière de l'objet. À 0, tous les partiels se désintègrent au même rythme. Alors, s'il est ici en même temps. En négatif, la décroissance est de plus importante, plus on avance dans les fréquences, donc vers donc des graves vers les aigus. Là, je suis dans les graves, dans les aigus, c'est plus sec, et ici, après, vous avez le tone ici. Alors lui, il va gérer l'amplitude des partiels en fonction de la fréquence fondamentale. Toujours, mais là, lui, ça va être par rapport à l'amplitude. À 0, en fait, on a la même amplitude pour tous les partiels. Dans les valeurs négatives, le haut des partiels ont amplitude plus faible que celle du bas. Donc en négatif, les hauts partiels ont une amplitude plus faible que les basses. Et quand on va dans les valeurs positives, c'est l'inverse. Et là, l'inverse. Ok. Alors ça va paraître du chipotage, mais on est vraiment dans du chirurgical, on peut vraiment faire des choses très très précises. On a le low cut. Le low cut, lui, c'est un filtre coupe bas à -24 dB par octave pour privilégier justement les sons les plus clairs. Et à 0, on n'a pas de filtre. On a ici le high position avec des pourcentage de 50 à minimum 2. Alors lui, il va permettre, en fait, il va contrôler la position du signal en fait d'excitation sur le résonateur. Donc il joue sur le rayonnement des partiels directement sur la surface, donc sur le spectre sonore. À 0, en fait, on va plutôt être au niveau des... Enfin, à 2, on va, les partiels vont concerner plutôt le tour, en fait, de l'extrémité du support, du résonateur. Et plus on va avancer, plus on va se centrer au centre du résonateur. Donc là, on a le high position sur quasiment toutes les sources de résonateurs, sauf si on est sur le tube, sur le close tube, vous voyez, et le open tube, on se retrouve avec un radius. Et le radius, lui, on l'utilise uniquement que sur les tubes, car les ondes stationnaires d'un tube ne sont pas issues donc des parois, mais plutôt de la colonne d'air en fait à l'intérieur du tube, qui ne sont pas donc issues des parois, mais qui sont vraiment
à l'intérieur, c'est l'air qui est à l'intérieur du tube. Donc on peut simuler le radius avec un filtre passe-bas. Plus petit il sera, plus on aura un son brillant. Tout va bien évidemment dépendre du decay aussi et du release. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est additionner le A avec le B, comme on a vu tout à l'heure, pour activer un deuxième signal, une deuxième surface, que l'on pourra d'ailleurs coupler. Alors soit effectivement là on a, alors j'enlève le couple, on a à gauche, et là on a celui de droite. On peut le changer d'ailleurs si on souhaite. Je vais mettre, je sais pas, marimba. Ou un autre. Ok, entre les deux, ça veut dire j'ai autant le A que le B, mais je peux le mettre en couplet. Et là, du coup, j'ai pas deux sorties directes vers la section d'effets. Là, ils sont couplés, ils sont en interréaction, comme on peut le voir ici. Ok. Alors après, on a le module maillet. Donc le maillet, comme on l'a dit, il est utilisé pour simuler la force produite par le maillet donc sur l'objet, sur la surface, sur le résonateur. Donc la force de l'impact est ajustée en fait avec le paramètre maillet du mixeur. Ici, ça c'est la force de l'impact. Alors on va repartir sur quelque chose sur... Là, c'est la force de l'impact. Alors, et le stiffness, lui, il va contrôler la rigidité du maillet qui est liée en fait directement au paramètre matériel. Alors, quand on en a un, bien évidemment, ici. Donc, la raideur peut être modulée également avec la position, comme ça, au niveau des keys, donc des notes du clavier. Et également, on va pouvoir jouer sur la vélocité, c'est-à-dire prendre en compte cette raideur avec la force sur laquelle vous appuyez sur les notes du clavier. Donc on peut voilà, le faire. J'appuie doucement, et là j'appuie fort, donc on peut jouer sur cette raideur. On peut ajouter du bruit aussi à un bruit spécifique en fait à l'impact qui va contrôler, qu'on va pouvoir contrôler avec le bouton Noise. Qui n'a rien à voir avec celui-ci, c'est on rajoute du bruit à l'impact, qu'on peut gérer également avec le key et la vélocité. Et on peut utiliser ici un bouton de color, couleur, pour changer la couleur de l'impact, qui joue en fait en quelque sorte le rôle de filtre passe-haut. Là on adoucit. On peut vraiment faire des choses bien très précises. Après, on a le module Noise. Donc c'est l'autre moyen d'exciter les résonateurs. Il ajoute du bruit blanc par filtration avec divers filtres. On a soit aucun, soit on filtre low pass. On détermine la fréquence de coupure. Un high pass, filtre passe haut. Un band pass au milieu. Donc vous voyez ici quand on est off, eh ben, les fonctions sont désactivées, mais ici on peut jouer avec la largeur de bande. On a un low pass et high pass, avec pareil largeur. Et on a ici la possibilité de faire un filtre graphique avec les fréquences directement. Ok. Donc, cette fréquence de coupure peut être modulée par les notes du clavier, la vélocité, le LFO bien évidemment quand il est activé, et par l'enveloppe également.
Density. Alors le Density, lui, il va nous permettre de contrôler la vitesse aléatoire des échantillons sur la surface du résonateur. Donc à gauche, on entendra on va dire plus distinctement les particules, et plus on ira vers la droite, plus on aura un son continu, plus lourd. Alors je vais essayer d'initialiser ça. Voyez, on entend plus distinctement. Là, ça fait plus un son uniforme et rond. Là, comme si on avait les petits pots qui tombent sur la surface. Ensuite, on a le module mixeur. Alors, vous voyez, quand on désactive une partie, forcément, la partie à côté est désactivée. Quand on a tout, on a tout d'accessible. Donc, le module mixeur, on l'a vu tout à l'heure, c'est ici qu'on va ajuster l'amplitude des deux sources, donc avec le maillet et le noise, qui sont toujours également modulables avec la position des notes sur le clavier et la vélocité. Pareil pour le noise, avec lui en plus une option en plus avec la modulation par le LFO. Et on a des options ici directes, ces deux boutons qui permettent d'ajouter en fait du signal, c'est-à-dire le maillet ou le noise, directement en sortie après les résonateurs. Après, on a le module d'enveloppe qui là va servir à gérer l'enveloppe du bruit, du noise, ici. Donc deux types d'enveloppes, ADSR et AHD. Alors l'ADSR c'est Attack Decay Sustained Release avec des options de delay ici pour retarder l'arrivée de l'enveloppe. Après, ça je vous invite à aller consulter mon tuto sur l'enveloppe, qu'est-ce qu'une enveloppe ADSR, ça sera plus simple. En gros, c'est le comportement de la modulation va se faire sur un certain temps par rapport aux notes que vous allez jouer. Et on va plutôt utiliser le AHD ici pour les sons qui sont plus courts, plus percussifs. C'est-à-dire on a une attaque avec un maintien directement avant qu'il redescende directement, donc on l'utilise plus pour les sons percussifs que celui-ci. Sur celui-ci, on peut générer également des sons qui durent dans le temps avec un release plus long. Après, on a le module du LFO, le Low Frequency Oscillator, un oscillateur basse fréquence qui n'est pas audible, qui sert à moduler des paramètres. Je vous invite également à aller consulter mon tuto sur ce sujet. Donc là, on y divers types. Là, une forme d'onde sinusoïdale, triangulaire, en carré, aléatoire, de forme aléatoire, avec ici la possibilité de régler la fréquence, le cycle du LFO. Alors, je sais pas, je vais par exemple prendre quelque chose ici avec le LFO. Vous voyez, si j'ai pas... Là, je module à fond mon noise avec le filtre et je lui mets un LFO. On peut le synchroniser au tempo de la session avec des valeurs rythmiques plus ou moins différentes ou directement avec un cycle en Hertz, triangulaire, en square et aléatoire. On a donc le delay qui va retarder, en fait c'est un retard qui sera mis en place entre la note jouée et le déclenchement du LFO. Ok. Le offset va décaler en fait le point de départ du LFO sur la courbe. Donc il va dépendre bien évidemment de la courbe que vous avez sélectionnée. Et le offset et le width plutôt, alors lui il est accessible que si on sélectionne le triangle et le square, c'est tout simplement le pulse width, la largeur d'impulsion qui permet de changer en fait la forme d'onde.
Ok. Donc voilà pour cette section qui est quand même assez riche. J'ai essayé de faire le plus simple possible. C'est pas évident de vous expliquer voilà, en si peu de temps toute cette théorie en fait sur le sound design et notamment sur voilà, les fréquences, les partiels. C'est pas forcément évident. J'espère que vous aurez compris cette partie-là parce que c'était pas forcément évident à expliquer, mais alors c'est sûr vous n'allez pas bidouiller chaque paramètre dans le détail, hein, mais c'est bien de savoir à quoi servent les fonctionnalités et surtout de voilà, vous retiendrez ici on a deux excitateurs qui vont taper sur des résonateurs sur différentes surfaces et ça vous permettra voilà tout ça de combiner en fait les sons plus d'un résonateur à l'autre, de les coupler, qu'ils aient une interaction, et c'est quand même, on peut faire des sons qui sont super riches. Ensuite on a la vue play. Donc la vue play, on a accès directement ici à des macros qui sont déjà pré-programmés. Pour ajouter des effets avec des réglages type, ici un EQ, delay, chorus, reverb et un compresseur. Ici donc on a la molette de pitch avec la molette de modulation, sur laquelle on peut affecter un paramètre, notamment celui-ci, on verra tout à l'heure. Alors après on a clock, c'est l'horloge MIDI, elle peut être synchronisée directement au tempo de votre session, ou sinon être réglée directement en BPM, notamment ça va être intéressant par rapport à tout ce qui va être synchronisé en MIDI, et si vous le lancez en mode autonome, le sync to host, il sera remplacé par un tap tempo que vous pourrez cliquer directement avec la souris, clic gauche souris pour déterminer le temps. Ensuite, on a l'unisson qui permet, ici qui est activé, qui permet d'empiler les voix, c'est-à-dire de jouer jusqu'à 2 ou 4 voix par note jouée au clavier. Elles peuvent être désaccordées, donc ici avec le detune. Et décalées avec le delay. Ok. Après, on a le vibrato. Le vibrato, lui, va moduler la hauteur de la fréquence basse avec un LFO, avec donc le paramètre amount pour jouer sur la profondeur. Et on peut l'assigner également aussi à la molette de modulation, directement comme ceci. Le rate va régler la vitesse. Le delay, on peut décaler pour que le vibrato arrive quelques millisecondes après le fait d'avoir joué sur des notes. Et le fade, lui, il va déterminer le temps nécessaire au vibrato de partir de 0 jusqu'à arriver à sa valeur maximale. Ok. Après, on a l'arpégiateur. Alors l'arpégiateur, il va permettre de jouer des notes par séquence dans des patterns, c'est-à-dire dans des motifs. On règle la vitesse avec le rate. Si je joue deux notes en même temps. Alors là, il était synchronisé. Soit en BPM, soit en synchronisation de la noire jusqu'au triolet. Ok, là le range, avant le range, on a le latch. Lui, il va vous permettre, quand vous allez appuyer sur deux notes, il va les maintenir jouées, même si vous relâchez les notes du clavier. Ok, là je joue plus. Ok. Le range, lui, il va déterminer le nombre d'octaves qui sont répétés dans le motif, de 0 à 4. Là, jusqu'à 4 octaves. Voilà, ça fait un peu n'importe quoi, mais...
Vous aurez compris le principe. Avec le order, là, ça sera l'ordre des notes jouées. Alors en forward, ça veut dire de gauche à droite, du plus bas au plus haut. Je vais essayer de jouer sur des plus aigus. Là, l'inverse. Après, on a les RRX et RRI. Alors, les RNR, c'est le rock'n'roll, ça veut dire il fait l'aller-retour. Alors, aller-retour, avec le X, on ne répète pas la première ni la dernière note. Et avec le I, c'est l'aller-retour en répétant la première et la dernière note. Et corde, on joue toutes les notes en même temps. Ok. Après, on a l'option span. Alors span, on a low, height et wide. Donc low, ça veut dire on va transposer vers le bas. Là, vers le haut. Et wide, c'est alternatif. J'ai pas forcément choisi le super son pour vous faire la démonstration, mais vous aurez compris le principe. Ensuite, on sélectionne les steps, donc les pas sur le bas, qui sont jusqu'au nombre de 16. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Là, je vais supprimer des notes. Des pas, plutôt. Ça introduit en fait une notion rythmique, de rythme. Notamment, ça va être intéressant si vous utilisez des éléments percussifs. Et en dessous, en fait, je vais déterminer le point de boucle. Je peux décider qu'il soit ici. Donc ça va boucler entre le pas 1 jusqu'à 6. Je peux le faire jusqu'à 16, jusqu'à 13, jusqu'à 11, 10. Ok. Vous aurez compris le système. Et en dessous, on a le ruban qui couvre 7 octaves, qui remplace le clavier. Les blanches, bah, c'est les notes blanches, et les noires, bah, c'est les notes noires. Je vais revenir à un son initialisé, parce qu'il est vraiment pas beau celui-là. Avec la petite flèche. Donc maintenant, on va aller dans la section d'effets. J'ai déjà eu l'occasion de décrire tous ces effets dans les précédents tutos d'AS, notamment sur l'ultra analogue, où je couvre tout, je vous donne des exemples de tous les modules d'effets. On reste en fixe tout le temps l'égaliseur, ici, qu'on active comme ceci. Le compresseur reste fixe également, on l'active ou on le désactive comme ceci, et ici on a des modules qu'on peut bouger dans l'ordre de chaîne, puisque le signal rentre par en haut, il sort par le bas, et on a divers choix d'effets. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en fonction du choix que vous allez faire, vous avez des options qui sont plus ou moins différentes, et on active ou désactive l'effet. C'est facile à comprendre. Ici, vous avez un EQ, donc un égaliseur, avec les basses fréquences, les médium bas, médium haut et hautes fréquences, et surtout ici, l'option SC de sidechain, qui permet d'envoyer, quand vous l'activez, directement le signal directement dans le compresseur, sans tenir compte des réglages de l'EQ. Et ici, vous avez donc les réglages du compresseur classique, avec le seuil, le ratio, l'attaque, le release, le gain. Et ici, on a une option de pré qui permet d'aller chercher en fait le signal audio avant qu'il entre dans l'EQ. Ça peut être intéressant, puisque quand je le sélectionne, du coup, l'option de sidechain disparaît. Quand je fais ça, je vais chercher le signal audio avant le traitement dans l'EQ. Et après, donc, on a des effets fixes, avec ici une reverb qui est en fixe, avec le réglage global de l'effet global. Ok, bon, c'est à peu près tout. Donc en conclusion, encore une fois, une grande qualité audio, sans artefacts, on a des sons hyper purs, des banques de sons complémentaires qui sont très bien réalisées également, si on n'a pas envie de s'embêter à créer nos propres sons.
Je vous invite à consulter donc la vidéo que je vais faire, parce que je ne l'ai pas encore réalisée, sur les tests sélection de presets qui sont issus de la banque d'usine. Mais il faudra absolument écouter aussi les packs qui sont disponibles, réalisés par les sound designers d'exception. Encore une fois, la modélisation physique, c'est vraiment un gage de qualité audio, avec des presets qui se chargent très rapidement, des possibilités créatives qui sont illimitées. On peut créer de nombreux instruments et des nouveaux instruments qui ont des propriétés acoustiques comme de vrais instruments, et toujours en harmonie. C'est ça qui est assez intéressant. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des pouces vers le haut, c'est toujours bien pour le référencement. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao!